Et aujourd'hui, le mal de l'Occident, c'est l'égalité. L'égalité va tuer l'Occident. Cette recherche d'égalité constante, égalité homme-femme, égalité entre les différentes ethnies, euh, ça va tuer l'Occident parce que nous ne sommes pas égaux. La loi du marché s'applique, elle s'applique quasiment partout. Les femmes cherchent constamment l'égalité, mais lorsqu'on leur dit pourquoi tu sors pas avec ce mec, ben on va te répondre ah il est moche, je l'aime pas. Tu peux répondre ben non, t'es une égalitariste, c'est un homme comme un autre. Pourquoi tu ne lui donnes pas sa chance? Ben non, on va pas lui donner sa chance parce que les femmes sont programmées pour se reproduire avec les meilleurs. C'est inconscient. Elle ne peut pas se donner à un homme qui n'est pas génétiquement sa meilleure option. Donc il n'y a pas d'égalitarisme, même sur le plan génétique. S'il y avait de l'égalitarisme, chaque femme se donnerait à un homme. Il n'y aurait pas de misère sexuelle, par exemple. Il y aurait une espèce de communisme ou de socialisme de la sexualité. Mais aucune femme n'accepterait ça. Vous imaginez si au nom de l'égalité, demain on instaure une espèce de social-démocratie de la sexualité où on imposera à chaque jolie jeune femme un homme. Elle n'aura pas à choisir parce qu'on est dans un monde égalitaire. Donc chaque femme se verra attribuer un homme avec qui elle passera sa vie. Et vous verrez que les femmes ne seront pas très d'accord avec ça. Parce que ce ne sont pas des égalitaires en réalité. Elles veulent le meilleur, elles veulent le beau gosse, l'homme le plus riche, du moins leur meilleure option en fonction de leur physique, de ce qu'elles peuvent, de leur âge, de ce à quoi elles peuvent prétendre. Et si on pousse l'égalité jusqu'au bout, vous verrez que même les femmes vont se révolter contre ça. Et donc l'égalité n'existe pas, elle est dangereuse parce qu'elle nous empêche de voir le monde dans sa diversité. On n'est pas égaux, on n'est pas pareil, et c'est très bien comme ça. Et la maladie de l'Occident aujourd'hui s'appelle l'égalité. L'égalité à tout prix, l'égalité au prix de la destruction. Et c'est pour ça qu'on peut observer que les puissances qui sont en train de monter aujourd'hui sont sans exception des puissances patriarcales et traditionnelles. Ce sont les seuls pays où il y a encore des familles qui ont des gamins, où il y a des équilibres, des structures, une volonté d'avenir, une volonté de devenir des puissances, et on n'a aucune chance contre ces pays-là. On n'a aucune chance contre le monde islamique, par exemple. Lorsqu'on voit la montée en puissance de pays comme la Turquie qui a envie de reconstruire, reconstituer l'Empire ottoman, lorsqu'on voit des pays comme l'Indonésie, il y a une énergie et une impulsion dans ces pays-là qui est incroyable lorsqu'on voit la dépression de l'Occident et qu'on voit l'énergie dans ces pays-là, qui sont pourtant des pays pauvres, mais l'envie de vivre, l'envie de continuer, l'envie de procréer, c'est incroyable et on pourrait se demander pourquoi. Et à mon sens, c'est la structure traditionnelle qui génère ce genre de choses. C'est une croyance en un but supérieur. Ce but supérieur, ça peut être la nation, comme dans le cas de la Chine, il n'y a pas vraiment d'aspect religieux. C'est un pays traditionnel, c'est un pays bouddhiste, mais la croyance, le chinois croit en la Chine, et ça peut être la religion, ce qui est le cas dans tout le monde musulman. Et je vais conclure ça avec une petite réflexion philosophique. C'est une chose qu'avait abordée Michel Houellebecq dans son livre Soumission. Mais dans Soumission, il explique justement, c'est un scénario où un président musulman arrive au pouvoir en France. Et contrairement à ce que tout le monde aurait pu attendre, ce président redresse le pays. Il remet de la tradition, il remet un objectif, il remet la France au centre de l'Europe. Les gens se remettent à croire. Et finalement, Houellebecq, qui, je pense, a, dans ce roman en particulier, changé d'avis au sujet de l'islam, a un peu compris, l'islam a beaucoup de défauts, hein, c'est pas un logiciel parfait, mais la particularité de l'islam, c'est que c'est une religion qui est basée sur la vérité absolue. C'est une religion où il n'y a pas de doute. Le musulman, contrairement aux chrétiens, ne doute pas. Et c'est pour ça qu'on trouve une force assez étonnante, même assez surprenante, chez les musulmans, même dans la misère, même lorsqu'ils sont pauvres, on retrouve une espèce de foi inébranlable, une espèce de conviction qu'ils ont la vérité absolue, qu'ils ont compris comment ça doit marcher. La place de l'homme est claire, l'homme c'est le dominant, l'homme c'est le macho, la place de la femme est claire, la femme est l'inférieure de l'homme est l'inférieur de Dieu et la femme est l'inférieure de l'homme, elle est inférieure en tout. La polygamie qui est un peu un tabou dans le monde chrétien est complètement
accepté dans le monde musulman. La chrétienté a un peu fragilisé l'homme en lui expliquant que son destin c'était une seule femme et qu'il n'avait droit qu'à ça et que c'était comme ça et qu'il fallait oublier ses pulsions et qu'il fallait cacher ses pulsions, alors qu'en islam on a compris que l'homme était aussi une forme d'animal polygame, qu'il ne pouvait pas se suffire d'une femme. Et la différence c'est que au lieu d'avoir des maîtresses, parce que finalement, la chrétienté, c'est ça a poussé à la généralisation des maîtresses. On a une officielle et les autres, c'est les maîtresses. Alors qu'en islam, il n'y a pas de maîtresse. Toutes tes femmes sont légitimes. Si tu veux en avoir 2, 3, 4, il faut que tu les épouses. Il faut que tu les traites équitablement. Et paradoxalement, dans ce monde musulman où la femme est inférieure à l'homme, la femme est plus heureuse que dans le monde occidental. Les musulmanes sont heureuses de cette situation de soumission. Il n'y a pas de problème avec ça. Si tu es un homme, si tu es riche, si tu es dominant, si tu les traites bien, elle se soumettra à toi pour le reste de sa vie. Il n'y a pas de névrose chez la musulmane. Le monde est clair. Elle est là pour faire des gamins. Elle se marie jeune, à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans. D'ailleurs, on voit ça aussi dans le roman de Houellebecq, Soumission. Un de ses collègues épouse une femme, Aïcha, qui a 15 ans, et il est heureux. Et il est heureux, il a épousé une petite gonzesse, il est heureux. Et Houellebecq explique dans son livre qu'en islam, les femmes sont des enfants qui donnent naissance à d'autres enfants, et quelque part, elles s'occupent bien des gamins parce qu'elles sont gamines aussi. La femme est un enfant, c'est sa position dans l'islam, c'est un mineur éternel. Lorsqu'elle n'est pas mariée, eh bien, c'est son père qui doit lui donner les autorisations de voyager, de s'inscrire à l'université. Et lorsqu'elle est mariée, eh bien, c'est son mari qui doit lui donner les autorisations pour se déplacer, pour voyager. Et la force de l'islam, et ça c'est ma conviction, c'est que il n'y a pas de doute. C'est une structure religieuse, mais aussi sociale. C'est carrément un code pour gérer la société. On peut être d'accord ou pas, mais c'est clair et ça ne laisse pas de doute et ça ne laisse pas d'espace pour la dépression civilisationnelle. La dépression, c'est un problème de l'Occident. Dans le monde musulman, tu n'as pas le droit d'être déprimé parce qu'il y a des solutions. Dieu t'apportera la solution. La mosquée t'apportera la solution. La famille t'apportera la solution. Tout a une solution. Un homme ne doit pas rester célibataire. Si un homme traîne trop longtemps, la famille va le marier. La mère va lui trouver une femme, elle va le marier. Tu n'as pas le droit d'être pas marié. Un homme ne peut pas rester pas marié, ça se fait pas. Et si tu galères à trouver une femme, eh bien on va t'en trouver une. On va t'en trouver une et tu te marieras. Ça sera peut-être pas la plus belle, ça sera peut-être pas la meilleure, mais il y a une espèce de refus de la misère sexuelle en islam. Ça n'existe pas. Tout homme doit avoir accès à une femme. Et quelque part, c'est une religion qui a décidé de régler les problèmes sociaux. Pour ceux qui ne comprennent pas, mais comment cette religion arrive à faire contagion dans le monde, c'est incroyable. Comment ça s'installe, comment ça se développe, comment les musulmans arrivent à avoir cette foi incroyable partout où ils s'installent. Eh bien, en fait, la force de cette religion, pour ceux qui ne l'ont pas compris, c'est qu'elle offre des solutions claires. Il y a pas de doute. Il n'y a pas de doute civilisationnel, il n'y a pas de doute sur la famille, il n'y a pas de doute sur la sexualité, il n'y a pas de doute sur le mariage. La religion, quelque part, te prendra en charge. Et voilà ce que les gens aiment dans cette religion. C'est un peu l'analyse ou la conclusion à laquelle j'étais arrivé. C'est que c'est une religion qui te prend en charge, quelque part. Et dans un monde du vide, je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui soient séduits par ça. Il n'y a rien qui est en lévitation. La communauté te récupère et s'occupe de toi. Et l'analyse de Houellebecq sur le sujet est assez fine et honnêtement, je trouve que c'est l'un de ses romans les plus aboutis parce que c'est la première fois qu'il prend de l'altitude et qu'il se pose des questions politiques, géopolitiques, religieuses. Il arrive un peu à cette conclusion de dans un Occident en perte, on est en train de voir naître une religion qui comble tous ces vides. Dans la civilisation du doute et de la dépression, on est en train de voir émerger la religion de la certitude. Et ce qu'on est en train d'observer, c'est justement ce monde patriarcal qu'on a tué en Occident, qu'on a massacré, qu'on a détruit, qui est encore vivant en Orient. Et ce monde patriarcal est en train de générer des amphithéâtres plein de femmes qui font des études de maths, de physique, d'informatique. Et c'est assez paradoxal lorsqu'on y pense. Le monde de la liberté est en train de produire des étudiantes en sociologie ou en psychologie, et le monde
défini comme le monde du patriarcat archaïque qui soumet la femme est quelque part en train de produire plus de femmes instruites que le monde occidental. C'est assez paradoxal finalement. Et quelque part, le vrai épanouissement des femmes ne peut se faire que sous le patriarcat. Donner la liberté aux femmes et elles détruiront les civilisations. Et ça, on peut être d'accord avec ou pas, c'est quelque chose qui est très bien compris en islam et c'est quelque chose sur lequel il n'y a pas de doute. Donner la liberté aux femmes et elles détruiront les civilisations. C'est pour ça qu'en islam, la femme est un éternel mineur qui doit être prise en charge, qui doit être sous la tutelle des hommes, et son rôle dans la société, ça ne veut pas dire qu'elle est méprisée dans ce cadre. Son rôle dans la société est clair, il est celui d'élever des enfants, d'élever les générations futures, et la plupart des musulmanes se retrouvent dans ce rôle. Elles n'ont aucun problème avec ça. Si tu dis à une musulmane, ton rôle dans la vie, c'est d'être soumise à ton mari, de le respecter, de s'en occuper, de lui donner des enfants, de s'occuper de ton foyer et de faire la cuisine, elle va te répondre tout à fait. Bien résumé, monsieur. Je n'ai rien à dire contre ça. Et finalement, je dois dire que toutes ces réflexions m'ont fait prendre du recul sur cette question des guerres des civilisations. Quelque part, c'est quoi la guerre des civilisations aujourd'hui? On nous explique qu'il y a une guerre entre la civilisation occidentale, qui se résume par une qui marche en mini-jupe ralache, qui fait la guerre à une civilisation traditionnelle musulmane qui est représentée par des femmes en tchador. Voilà, des femmes couvertes de la tête aux pieds, mais par contre qui font de la physique nucléaire, de l'informatique et des mathématiques. Et je me dis finalement, est-ce que ce monde traditionnel, est-ce que ce monde islamique est si dramatique que ça? Honnêtement, mentalement, je suis en train de voir ces deux civilisations dans ma tête. Je visualise la civilisation occidentale en perdition avec les Kardashians, les Poufias, les femmes à moitié à poil, l'industrie du X, la dégénérescence complète, les divorces, les tatouages, la destruction complète. Donc on nous explique que ça c'est le monde qu'il faut protéger. Parce que c'est ça la narration des guerres des civilisations, c'est que la civilisation islamique va venir nous faire la guerre et on va perdre la civilisation occidentale. Mais on va perdre quoi aujourd'hui en fait? C'est quoi la civilisation occidentale aujourd'hui? On pourrait se poser la question, qu'est-ce qui reste de l'Empire romain? Qu'est-ce qui reste de la civilisation grecque? Les Kardashians, des en mini-jupe, c'est tout ce qui reste en fait de la civilisation occidentale. Et je me dis, mais si c'est ça qu'on doit perdre, eh bien, ainsi soit-il les mecs. Honnêtement, je ne sais pas si je ferai des nuits blanches à l'idée de perdre ça. Et je laisse le débat ouvert au sujet de cette guerre des civilisations. C'est plus la civilisation occidentale, c'est plus Rome, c'est plus la civilisation grecque. Il y a très longtemps que tout ça a disparu. Et j'ai l'impression que les Iraniens aujourd'hui sont beaucoup plus proches des Romains et des Grecs, qui sont quelque part aussi des Orientaux. Il ne faut pas oublier que les Grecs, les stoïques, ont largement été influencés par les bouddhistes et par les civilisations de l'Est, les civilisations de l'Orient. Et j'ai l'impression que les Orientaux, aujourd'hui, sont plus stoïques, sont plus grecs que nous, que les Occidentaux déprimés sous antidépresseurs, Xanax, Valium, toutes les marques y passent. Et c'est une vraie question ouverte sur laquelle je vais conclure ce discours qui dépasse largement la question des relations hommes-femmes et de l'égalité des salaires ou pas. L'égalité est en train de nous détruire et la question qu'il faudrait se poser, c'est une civilisation traditionnelle est en train de naître, ça se passe à l'Est, c'est une espèce de mélange entre la Chine, l'Inde, le monde musulman, un monde traditionnel en somme, qui serait en train de mettre en danger la civilisation occidentale. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, si la civilisation occidentale, c'est une femme qui marche dans la rue avec une robe ralate en prenant une photo pour la mettre sur Instagram, j'ai envie de dire, si c'est ça qu'il faut perdre, ainsi soit-il.